Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour évoquer l'actualité du PSG. Le PSG où depuis la défaite à Dortmund, les événements extrasportifs se multiplient et jettent un peu le trouble avant le grand rendez-vous du match retour le 11 mars. On est avec nos spécialistes du PSG. Première question à Bertrand qui était au Parc des Princes dimanche soir pour admirer, la victoire du PSG contre Bordeaux. Est-ce que vous aussi, au stade, vous avez ressenti une tension au niveau des joueurs? On a senti assez rapidement, notamment pendant la première période, que dès qu'il y avait un petit grain de sable, et il y en a eu pendant ce match, des erreurs, Sergio Rico qui dégage un peu n'importe comment, Kerrer qui fait une faute assez importante. Même avant le match, il y a eu les sifflets contre Tourelle, les banderoles. Voilà, la blessure de Silva, jusqu'au carton rouge de Neymar. Enfin, il y avait cette ambiance un peu bizarre et c'est surtout cette fébrilité, cette nervosité des joueurs qu'on a vu apparaître au fur et à mesure. Beaucoup de contestations contre les arbitres, beaucoup d'invectives. C'est pas nouveau, mais là, il y avait vraiment, c'était très particulier, c'était démesuré par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Comment toi, Fred, tu l'expliques, comment on explique? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que c'est pas nouveau, ça fait quand même déjà plusieurs semaines, à l'approche de cet événement qu'est le 8e de finale, qu'il y a une tension. Neymar qui fait un tête-à-tête avec un arbitre contre Montpellier où il prend un carton jaune, c'est pas normal. C'est pas normal pour un joueur de cette envergure de prendre un carton jaune sur ce type d'action. On sent qu'il y a une tension. C'est ce qu'avait voulu essayer de désamorcer Léo Nardo, le directeur sportif, en parlant de négativité. Et elle gagne un peu tout le monde, même les spectateurs, qui s'en prennent maintenant aux joueurs, alors qu'ils devraient être derrière, les ultras, ils devraient être derrière leurs joueurs. Et ils sifflent leur entraîneur, ils s'en prennent aux joueurs. Voilà. Donc je trouve qu'il y a une fébrilité qui ne concerne pas que les joueurs, ça concerne un peu tout le club et même l'entourage. Une question, Sébastien, est-ce que tu dirais que Tourelle a un peu perdu la main depuis Dortmund vis-à-vis de ses joueurs? Est-ce que l'équipe qu'il a alignée à Dortmund lui a fait perdre de la crédibilité? Un peu, et en fait, Tourelle, on a l'impression qu'il a perdu la main même depuis un an, en fait, depuis l'élimination contre Manchester. C'est déjà ce qu'on écrivait à ce moment-là, c'est les retours qu'on avait. En même temps, avec le retour du 4-4-2, nous, on a fait beaucoup d'articles pour dire c'est bien, ça marche, presque bravo Tourelle. Donc, c'est vrai qu'avec le 4-4-2, il a réussi au moins à unifier ses 4 attaquants de devant et à les mettre un peu en valeur. Malgré tout, on avait déjà vu qu'il y avait un certain déséquilibre dans le 4-4-2. Alors on s'attendait pourquoi pas à un retour du 4-3-3. Et effectivement, avec ce fameux système en 3-4-3 et cette composition d'équipe contre Dortmund, il semble qu'il n'ait pas réussi à satisfaire tout son vestiaire et qu'il ait un peu perdu la main. Les joueurs n'ont pas tous compris le système, même s'ils l'ont validé, ils n'ont pas tous compris le système mis en place par leur coach. Donc forcément, avec une défaite, C'est ce choix montre que Thomas Tuchel était pas sûr de ses décisions, sûr de son système tactique en 4-4-2. Il a voulu sécuriser son équipe, il a avancé le fait que physiquement, tout le monde n'était pas au niveau. Ça a paumé tout le monde, quoi. Ça a un peu perdu tout le monde, et surtout, ça a mis en avant auprès des joueurs en premier qu'ils n'arrivaient pas avec des certitudes, avec une force collective, et ils étaient obligés de s'adapter. Et on voit que Dortmund ne s'adapte pas à l'adversaire, joue dans son système qu'il a préparé depuis plusieurs semaines, comme tous les grands clubs. Justement, Dortmund a préparé le PSG depuis plusieurs semaines, parce que Dortmund s'est adapté au PSG, mais en préparant ce système depuis un mois. Mais est-ce que c'est pas eux qui ont perdu la main, les joueurs, surtout? Franchement, s'il avait été sûr de son 4-4-2, s'il avait été sûr de ses attaquants et des replis défensifs, je pense qu'il l'aurait mis son 4-4-2. Ils lui ont pas montré, en même temps, les joueurs qui pouvaient aller défier Dortmund avec depuis quelques matchs, qu'est-ce qu'on voit quand même? On voit des attaquants qui font quand même beaucoup moins d'efforts qu'avant, quoi. Donc le 4-4-2, il est en train de se casser la gueule, il s'est cassé la gueule de lui-même, quoi. C'est-à-dire que quand à Nantes, on prend un but et qu'après, tout d'un coup, tout se liquéfie, que contre Lyon, on mène 2-0, je crois, et Lyon revient à 2-2 en 2 actions, ça prouve qu'à un moment donné, l'entraîneur, il se dit, avec ces 4 là devant, je peux pas aller à Dortmund. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas revenir sur des certitudes qu'il avait en début de saison et refaire le 4-3-3 qui avait si bien marché contre le Real Madrid? C'était assez simple, en fait. On aura le temps de revenir sur Tourelle, qui va être un des personnages centraux du match retour. Un mot sur Thiago Silva. On a appris hier qu'il serait forfait pour le match retour.
Fred, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle de se dire qu'on peut jouer ce match sans Thiago Silva? C'est ce que pensent certains. C'est ce que pensent certains, que c'est une bonne nouvelle. Alors c'est vrai que les détracteurs de Thiago Silva font des gorges chaudes aujourd'hui en disant que c'est une bonne nouvelle. Tu rigoles, Sébastien? Tu es d'accord avec ma charnière préférée, c'est Thiago Silva, Marquinhos. Je peux pas dire ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver au PSG. Que moi je crois pas. Enfin, parce que Thiago Silva, c'est quand même un joueur important. Alors, peut-être qu'effectivement, avec Marquinhos et Kimpembe, qui avaient été excellents contre Barcelone, on se souvient, lors du 4-0, ça fonctionnera, mais ils peuvent aussi se trouer. Et puis surtout, ça crée aussi d'autres problèmes. C'est-à-dire que le fait que Thiago Silva soit pas là, ça veut dire que Marquinhos peut pas jouer au milieu, un milieu qui est déjà dépeuplé. Donc, je suis pas sûr que ce soit quand même une excellente nouvelle. Les absences, on sait qu'il y a les suspensions de Meunier et de Verratti, donc Thomas Tuchel va devoir bricoler entre guillemets, il va réinstaller Kerrer à droite. On a vu contre Bordeaux qu'il va falloir qu'il retrouve. Voilà, c'est pas son poste. Diallo et Dagba, ils seront pas remis sur pied. Dagba, a priori, c'est vraiment trop court, et Diallo, c'est un peu un mystère. Il est censé revenir depuis plusieurs matchs. On n'a toujours pas compris comment il s'était blessé d'ailleurs. Il s'est blessé pendant un décrassage, quoi. Voilà. Pas vraiment un décrassage, très précis. Alors, les décrassages, je ne sais pas si tu les as déjà vus, Laurent, mais les décrassages de Rainer Schrei, le préparateur physique d'après-match, surtout pour ceux qui n'ont pas joué, c'est pas des décrassages. Rainer, c'est le monsieur cuisse du PSG. T'es dur, et je ne sais pas si il faut tout lui mettre sur le dos, mais en tout cas, c'est le préparateur physique. Donc, effectivement, sur toutes les blessures à la cuisse qui concernent le PSG, il est en partie quand même responsable, effectivement. Alors, on va donner la parole à David, qui est un peu notre référence réseaux sociaux. Avec le PSG depuis une semaine, il y a ce qui se passe sur le terrain et il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, il y a eu l'anniversaire d'Icardi, Di Maria et Cavani, relayé par Madame Icardi, qui a froissé, pour le moins, les dirigeants du PSG. Il y a eu la petite annonce de Neymar qui a annoncé officiellement qu'il n'allait pas participer au carnaval de Rio. C'est passé un peu comme une lettre à la poste, mais c'était aussi un peu de la provoque. Et puis, dernière en dot, on a aussi Mbappé qui répond aux supporters, qui répond aux banderoles. Est-ce que c'est bien sérieux de faire tout ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on le voit dans d'autres clubs? Le problème de Paris, c'est qu'il y a tellement de joueurs stars que ça crée une communauté absolument immense. Et donc, chacun essaie de se placer parce que, voilà... Mais pour l'image du club, il y a une utilisation qui est presque abusive, effectivement. Leonardo, en début de saison, a essayé de cadrer les choses. Simplement, les réseaux sociaux sont plus forts que tout, plus forts que le PSG aujourd'hui, puisque c'est des millions de... Ils ne peuvent pas leur interdire, mais ils ne peuvent pas leur faire comprendre qu'il ne faut pas faire ça. Si, simplement ils l'ont fait comprendre aux joueurs. Simplement, les joueurs ont un entourage qui est peut-être moins soumis à cette pression, à cette exigence. Et donc, ça vient parfois, les fuites viennent de là. Par exemple, pour cette histoire de fête, les joueurs, pour la plupart, considèrent que l'erreur n'est pas d'avoir fêté ses anniversaires, mais plutôt de l'avoir affiché sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'ils considèrent que le fait de l'avoir fait savoir, c'est grave? Je suis pas sûr. Hein. Ils s'en sont rendus compte parce qu'ils sont venus se faire taper sur les doigts. Je suis pas sûr. Je pense que quand Marquinhos se présente samedi au camp des loges, au lendemain de cette remise à plat par Tuchel et Leonardo, on le sent quand même un petit peu dans ses petits souliers. On comprend que oui, il regrette cette publicité parce qu'il a compris que c'était une mauvaise publicité. Après, sur le fond, des sensibilités différentes, c'est-à-dire Marquinhos peut-être. Après, Neymar... Je ne crois même pas, Laurent. Je suis pas sûr que les joueurs vraiment regrettent d'avoir fait la fête. Ceci dit, le fait qu'ils aient fait la fête, je m'en fous complètement. Ils ont le droit. Sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas sûr qu'ils regrettent que ça a été relayé sur les pires. Je crois qu'ils s'en foutent complètement. Les pires images sur les réseaux sociaux n'ont pas été relayées par les joueurs eux-mêmes. Il faut quand même préciser que les images les plus polémiques, c'est-à-dire celles où ils dansent, ils sont torse nu, ils boivent des shots d'alcool. Ça vient surtout de l'entourage des joueurs, et notamment de Madame Icardi. Madame Icardi qui cherche à faire de son joueur une superstar, est-ce que quand elle fait ça, elle peut se dire Neymar a fait son anniversaire, moi je vais montrer au monde entier que... Ils ont des exigences commerciales aussi, parce qu'ils les organisent pas tout seuls, ces anniversaires. Donc il faut faire savoir aussi que l'anniversaire a eu lieu pour les sponsors qui ont aussi aidé à monter ce genre d'événement. Et on peut pas exclure la réaction de Madame Icardi, qui n'était pas contente de voir son mari, son compagnon sur le banc 2 jours avant. Peut-être qu'elle s'est dit aussi, ce soir-là, je vais leur montrer que
Le plus important pour moi, c'est mon mari, c'est son anniversaire. Donc voilà, je le montre comme ça. On ne peut pas exclure ça non plus. Pour revenir sur le terrain, est-ce que vous pensez, tous les quatre, que les joueurs ont conscience de la gravité du moment ? Est-ce qu'ils ont conscience que dans 2 semaines, il y a un match hyper important, que tout le monde est tendu autour de ça, ou est-ce qu'ils se disent tout va bien aller ? Je suis un peu interloqué moi, par la réaction des joueurs. Déjà depuis Amiens, après le match à Amiens, le fameux 4-4 où ils sont menés 3-0 par le 19e de Ligue 1, à la fin du match, les joueurs viennent tous nous dire « vous inquiétez pas, comme Tourelle, vous inquiétez pas, dans 3 jours ce sera mieux ». Là, après celui-ci, on a entendu beaucoup de fois « vous inquiétez pas, évidemment on est conscient, au Parc des Princes, dans 3 semaines ça ira mieux ». Moi, la méthode Coué, je la comprends pas trop, j'aurais préféré un autre discours. On a été mauvais, on se rattrapera. Mais le côté, ne vous inquiétez pas, on maîtrise la situation, me dérange un petit peu. Moi, je pense que les joueurs sont sûrs de leur force. Ils savent ce qu'ils ont fait, notamment au mois de novembre et décembre, où il y avait un jeu avec ce fameux 4-4-2 qui fonctionnait bien, où ils ont marché quand même sur leurs adversaires à de nombreuses reprises. Ils sont persuadés d'avoir, avec Kylian Mbappé et Neymar, 2 des peut-être 5 meilleurs joueurs du monde, comme l'a dit Leonardo. Je pense qu'ils sont sûrs d'eux. Et ils ont conscience, ce 8e de finale, pour la plupart, ils y pensent depuis le début de la saison. Beaucoup étaient là ces dernières saisons quand il y a eu quand il y a eu ces échecs. Après, est-ce que la façon de le retranscrire sur le terrain est la bonne ? Est-ce qu'il y a cette fameuse peur, cette appréhension ? C'est possible. T'as raison. Mais en revanche, dans leur communication, de dire qu'ils s'en fichent de ce 8e de finale, c'est pas du tout le cas. Dans leur communication, ils donnent l'impression d'être sur d'eux. Par contre, ce qu'ils montrent sur le terrain, c'est pas du tout ça. Il n'y a plus d'équipe. Non, mais ils se mettent une pression énorme. Ils se mettent une pression énorme, du coup. Avec des propos comme ça. S'ils sont éliminés contre Dortmund, ils vont s'en prendre mais plein la figure. Les histoires, les images de la fête, tout ça, les réponses aux supporters. Voilà. Disons qu'ils n'ont pas créé l'écosystème qui permet idéal pour arriver à ce 8e de finale. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec Bertrand, c'est que je sais pas s'ils sont vraiment sûrs de leur force, vu ce qu'ils ont montré à Dortmund et vu ce qu'ils ont montré ces derniers temps, notamment sur le point de vue défensif. Je pense que ça gamberge quand même beaucoup dans leur tête et que le repas qu'ils ont organisé hier midi, pour montrer une unité, une solidarité, c'était peut-être pour se dire entre eux, bon les gars, il va falloir qu'on se bouge un peu parce que ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est quand même pas génial, quoi. Mais ces images, ce repas, c'est pour montrer que le groupe vit bien, mais on n'a jamais eu de doute. Le groupe vit bien. Il vit même trop bien. Ils n'arrêtent pas de faire la fête. Je suis pas d'accord avec toi, Laurent. Je pense qu'ils ont besoin de se retrouver entre eux. Alors je ne vais pas parler d'autogestion. Mais de montrer que, à un moment donné, ils peuvent se serrer les coudes. Et je pense qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin, à un moment donné, de se dire... Parce qu'il y a faire la fête, et à un moment donné, se serrer les coudes d'un point de vue sportif, quoi. Faire la fête, on est d'accord, on a vu qu'ils sont capables de faire la fête ensemble, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'était un peu ce que relayait le club en nous disant, mais regardez, ils sont tous allés à l'anniversaire de Neymar, c'est super, ça montre en même temps qu'il y a un esprit d'équipe. Ils vont pas gagner la Ligue des Champions avec des soirées disco, comme dirait Dominique Sévrac, ou avec des après-midi de barbecue. Une équipe. La clé, ça sera ça, le match retour. Ça sera de savoir s'il y a une équipe, parce que c'est pas ce qu'on a vu au match aller. La différence avec Dortmund était criante à ce niveau-là. Le collectif. Mais c'est pas ce qu'on voit depuis plusieurs matchs, quoi. C'est ce qu'ils essaient en tout cas, de mettre en place. C'est ce qu'on avait cru apercevoir en janvier. C'est ce qu'on avait cru apercevoir en janvier. Voilà. Il y avait une ébauche d'équipe. Après Montpellier, après le match de Montpellier, il s'était dit, bon là, c'est pas possible, il faut qu'on se bouge un peu le cul ensemble, parce qu'on n'y arrivera pas. Et là, ils l'ont fait. Et puis, à partir de... Alors, c'est ce qui est dingue, c'est que c'est au moment où c'était le plus important, c'est-à-dire début février, que là, tout est parti en sucette et qu'ils ont commencé à moins faire les efforts, qu'ils ont commencé à effectivement fêter les anniversaires des uns et des autres. Et là, c'est parti complètement en quenouille. Bon, c'est inquiétant, ouais, c'est plutôt inquiétant. Parce qu'il y a toujours ce spectre du 8e de finale de la Ligue des Champions depuis plus de 3 saisons, qui est qui est le juge de paix de toute la saison. On le sait bien parce que on passe des mois et des mois à dire c'est super cette équipe, mais on verra en février. Et je pense que chez eux aussi, ça pèse. Il y a forcément une petite musique dans leur tête quand ils voient qu'il y a des pépins physiques, quand ils voient qu'il y a des absences, qu'il y a des suspensions. Voilà, ils ressoudent le groupe, mais le groupe, il est quand même de moins en moins important. Thomas Tuchel, il va pas avoir beaucoup de choix pour composer son équipe dans 15 jours. Des problèmes sportifs, et puis comme on le dit, quoi, drôle d'ambiance. Pardon, juste pour rappeler un bref historique du football européen, le Real Madrid a subi à la fin des années 2000, début des années 2010, 6 éliminations de suite en 8e de finale. Pour avoir suivi un peu l'actualité de ce club. C'est ce qui va arriver c'est pour dire que ça n'est pas arrivé qu'au Paris Saint-Germain, et même le Real Madrid a pu subir ça dans son histoire récente. C'est quelque chose où
à l'époque, ils ne trouvaient pas les réponses et ils ont mis énormément de temps à trouver les réponses jusqu'à l'arrivée d'un certain José Mourinho qui a un peu après changé l'histoire du club récent. Donc là, il n'en reste plus que 3 pour le PSG. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose. Les réponses peuvent être difficiles à trouver dans le temps et s'ils sont éliminés contre le Dortmund, ben voilà, ce ne sera pas que cette saison, c'est quelque chose qui. Toi, t'es sur la théorie Leonardo, perdure, c'est pas grave, c'est pas. Moi, je me dis que s'ils sont éliminés encore une fois cette année contre Dortmund, et ben, au final, c'est pas bien grave parce que le cycle Leonardo, il repart et que on pourra construire sur les prochaines années et que, oui, ce serait une catastrophe de se faire éliminer cette année, ce ne serait pas l'objectif du club, mais c'est pas si grave dans l'esprit et dans la suite que prépare Leonardo. Qu'ils soient éliminés pour en parler, parce qu'ils ne sont pas éliminés. Et puis, honnêtement, il y a une très mauvaise séquence en termes d'image et de jeu, mais Paris a quand même toutes les cartes en main pour réussir à inverser sauf si Dortmund a décidé de faire le même match. Ce qui est plus inquiétant, au-delà on parlait du système avant de Thomas Tuchel, c'est peut-être les suites du match, l'après-match au niveau du discours d'un entraîneur qui accuse ses joueurs d'avoir eu peur et d'un. C'est la première erreur. Mais depuis, les erreurs se sont multipliées. Est-ce qu'il a tort? Oui, mais il a tort de le dire. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il ne doit pas le dire. Non, parce que c'est vrai, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Le premier à avoir eu peur, c'est lui. Ouais, tout le monde l'a vu. Il ne doit pas le dire. Parce qu'il est gagné par cette contagion de fébrilité qui gagne ce club. On en avait reparlé de l'après. Et je pense que Leonardo, quand il parle de négativité, lui aussi, il a peur de ce qu'il voit. Oui. Et il a senti que ça se passe pas bien. Bon, on aura le temps de reparler de tout ça. Merci d'être venu, parce qu'il y a 3 matchs avant le match retour contre Dortmund. Dans l'ordre, Dijon, ensuite déplacement à Lyon, et puis Strasbourg. Et puis après... quelques blessés, peut-être encore. Qui sait? Quelques matchs de suspension pour Neymar, ça on en reparlera très bientôt. On verra, on va suivre ça. Merci beaucoup. Partons tous au travail. Salut. Bonne journée. À bientôt.